Quand le médecin légiste a ouvert le dossier médical de Jacques Brel à l'hôpital Avicenne de Bobigny le 9 octobre 1978, il a trouvé une petite note jaune collée entre les rapports d'autopsie. Cette note avait été écrite 3 jours plus tôt, le 6 octobre, par le docteur Michel Leroy, médecin personnel de Brel. Le texte était bref, précis, terrible. Le patient ne passera pas la semaine, peut-être même pas les 3 prochains jours. Les métastases ont envahi les poumons, le foie, le cerveau. Chaque respiration est un combat. Chaque battement de cœur est un miracle. Il souffre énormément, mais refuse la morphine complète car il veut rester conscient. J'ai informé Madly, sa compagne. Elle m'a demandé de ne rien dire à la presse. « Laissez-le mourir en paix », a-t-elle dit. « Le monde n'a pas besoin de savoir qu'il agonise. » Alors je me tais. Je mens aux journalistes qui appellent. Je dis que son état est stable, que le traitement fonctionne, que nous sommes confiants. Mais je sais la vérité. Dans 72 heures, Jacques Brel sera mort. Et le monde l'apprendra seulement après. Cette note est restée dans le dossier pendant 45 ans. 45 ans durant lesquels le monde a cru que la mort de Brel avait été soudaine, inattendue. 45 ans durant lesquels personne n'a su que son médecin, sa compagne et 3 infirmières avaient passé 72 heures à regarder mourir une légende, tout en mentant au monde entier. Mais 5 personnes savaient. 5 personnes ont vu l'agonie. 5 personnes ont gardé le silence. Et pas une seule n'a parlé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi? Pourquoi les gens les plus proches choisissent-ils le silence quand ils voient quelqu'un qu'ils aiment mourir petit à petit? Jacques Brel est né le 8 avril 1929 à Schaerbeek, en Belgique. Dès l'enfance, il était fasciné par les mots, les mélodies, la poésie de la langue française. Il écrivait des chansons à 15 ans, se produisait dans les cabarets parisiens à 24 ans, devenait une légende à 30 ans. Ses chansons parlaient d'amour, de mort, de solitude, de la condition humaine. Côte 1, Côte 2, Côte 3, Côte 4. Chaque chanson était un chef-d'œuvre. Chaque performance était un acte total, physique, émotionnel, épuisant. Les médecins l'avaient prévenu dès les années 60. Mais Brel ne pouvait pas arrêter, ou ne voulait pas. La cigarette faisait partie de son image, de son personnage, de sa façon d'être. En 1974, il a quitté la France, pro-célèbre, pro-sollicité, pro-épuisé. Il est parti pour les îles Marquises, en Polynésie française, un endroit au bout du monde où personne ne le connaissait, où il pouvait vivre simplement, naviguer, respirer. Madly Bami l'a accompagné, sa compagne depuis plusieurs années, une femme discrète, aimante, protectrice. Elle savait que Brel avait besoin de silence, de paix, d'oubli. Pendant 3 ans, ils ont vécu dans ce paradis isolé. Brel pilotait son avion, transportait du courrier entre les îles, vivait comme un homme ordinaire. Pas de concert, pas de presse, pas de monde extérieur. Mais en 1977, les symptômes ont commencé. Une toux persistante, un essoufflement, une fatigue qui ne partait pas. Brel a ignoré les signes. « C'est l'âge », disait-il. « J'ai 48 ans, c'est normal. » Mais ce n'était pas normal. Et Madly le savait. Elle l'a supplié de consulter un médecin. « Plus tard », répondait-il toujours, « quand je rentrerai en France. » Il est rentré en juillet 1978 pour enregistrer un dernier album. Un album qu'il savait être son testament musical. Les chansons parlaient de mort, de faim, d'adieu. Jojo, les marquises, vieillir, chaque texte était une préparation à la disparition. C'est pendant ces enregistrements que le docteur Leroy l'a examiné pour la première fois. Brel toussait constamment, perdait du poids, avait du mal à respirer après chaque prise. « Il faut faire des examens », a dit Leroy. « Après l'album », a répondu Brel. « Je dois finir l'album d'abord. » Leroy a insisté. « Jacques, c'est sérieux.
Vous pourriez avoir « je sais ce que j'ai », a coupé Brel. Un cancer. C'est évident, non? 3 paquets par jour pendant 30 ans. Je ne suis pas idiot. Mais je veux finir cet album avant de savoir, officiellement. Parce qu'une fois que je saurai, je ne pourrai plus créer. La peur prendra toute la place. Le roi a compris, a respecté, a attendu. L'album a été terminé en août, le 9 août exactement. Le jour même, Brel a dit à le roi « Les examens ont confirmé ce qu'ils savaient tous les deux. Cancer du poumon, stade 4, métastase partout, inopérable, incurable. » Quelques mois, a dit le roi doucement, peut-être 6, peut-être moins. Brel a hoché la tête, pas de surprise, pas de larmes. Juste. Et si je refuse le traitement? Quelques semaines. Alors quelques semaines. Je ne veux pas passer mes derniers jours à vomir dans un hôpital. Je veux vivre ce qui reste vraiment. Mais il y avait un problème. Le monde ne savait pas. Les médias, les fans, l'industrie musicale, personne ne savait que Brel était en train de mourir. Et Brel voulait que ça reste ainsi. Côte 25, a-t-il ordonné à Madly et le roi. Côte 26, Madly et le roi ont accepté, ont promis le silence, ont juré de protéger sa dignité jusqu'au bout. Mais ce silence allait avoir un prix que personne n'avait anticipé. Septembre 1978. Brel est rentré aux Marquises avec Madly. Il voulait mourir là-bas, dans son paradis, loin du bruit. Mais début octobre, son état s'est brutalement détérioré. La douleur devenait insupportable, la respiration quasi impossible. Madly a paniqué, a appelé le roi à Paris. « Il faut qu'il rentre », a dit Leroy, « immédiatement. Il a besoin de soins hospitaliers. »« Il refuse », a répondu Madly en pleurant. « Il dit qu'il veut mourir ici. » « S'il reste, il va souffrir énormément. À l'hôpital, on peut au moins contrôler la douleur. » Il a fallu 2 jours pour convaincre Brel. Finalement, épuisé, à bout de force, il a accepté. Le 3 octobre, un avion médicalisé l'a ramené à Paris. L'arrivée a été secrète. Pas d'ambulance avec sirène, pas de photographe. Brel est entré à l'hôpital Avicenne par une porte de service, tard dans la nuit. Seules 3 personnes ne savaient. Leroy, Madly et le directeur de l'hôpital. On l'a installé dans une chambre privée au 5e étage. Fenêtre donnant sur un jardin tranquille. Porte toujours fermée. Nom d'emprunt sur le dossier, quote-bas, 32-bas. Les infirmières qui s'occupaient de lui ont été triées sur le volet. 3 femmes, la cinquantaine, discrètes, professionnelles. On leur a fait signer des accords de confidentialité. Si la presse apprend qu'il est ici, vous serez licencié immédiatement. Et le mensonge a commencé. Quand les journalistes ont appelé, et ils ont appelé, parce que des rumeurs circulaient, le roi a menti. Monsieur Brel va bien, il se repose aux Marquises. Oui, il a eu des problèmes de santé mineurs, mais rien de grave. Non, il n'est pas à Paris. Oui, je vous le confirme. Mensonge après mensonge, jour après jour. Pendant ce temps, dans la chambre 512, Jacques Brel mourait. Le 6 octobre au matin, le roi a examiné Brel. Les signes étaient clairs. Respiration très difficile, pouls faible et irrégulier. Conscience qui allait et venait. Les organes commençaient à lâcher, un par un. Il a pris Madly à part. C'est une question d'heures maintenant. Peut-être un jour, 2 au maximum. Il faut prévenir sa famille. Il a dit non, a répondu Madly. Pas de famille, pas d'adieu. Il ne veut pas qu'ils le voient comme ça. Mais c'est leur droit, c'est son choix. Alors Leroy s'est tu, a respecté, a écrit cette note dans le dossier. 72 heures durant lesquelles 5 personnes, Leroy, Madly et les 3 infirmières, ont veillé sur un homme mourant tout en cachant la vérité au monde entier. Pourquoi ont-ils accepté? Pourquoi ont-ils menti?
Leroy dira plus tard 41. Madly dira 42. Les infirmières diront 43. Mais au fond, chacun savait que ce silence était étrange, problématique, peut-être même moralement questionnable. Parce que pendant ces 72 heures, le monde continuait de croire que Brel allait bien. Les radios passaient ses chansons, les journaux publiaient des articles sur son retour musical, les fans attendaient des nouvelles de leur idole. Et pendant ce temps, il agonisait en secret. Le 7 octobre, 2e jour. Brel ne parlait presque plus. La douleur était trop forte. On lui donnait de la morphine, mais pas assez pour le plonger dans l'inconscience. Il avait insisté. « Je veux être présent, jusqu'au bout. Je veux sentir la vie me quitter. » Madly ne quittait pas son chevet. Lui tenait la main, lui parlait doucement, lui racontait leurs années aux marquises, les couchers de soleil, les vols en avion, les moments simples. Brel écoutait, les yeux mi-clos. Parfois un sourire, parfois une larme, mais toujours conscient, toujours présent. Une des infirmières, Françoise, a demandé à Madly « Vous ne voulez vraiment pas appeler sa famille, ses enfants ?» Il a dit non. « Mais après sa mort, ils ne vous pardonneront pas. » « Je sais, » a répondu Madly calmement, « mais je préfère leur colère à sa déception. Il m'a fait promettre. Je tiendrai ma promesse. » Françoise a compris, a respecté. Mais elle aussi a ressenti le poids de ce secret. Le poids de savoir qu'un homme célèbre mourait à quelques mètres d'elle et que personne dehors ne le savait. Le 8 octobre au matin, 3e jour. Brel ne respirait presque plus. Chaque souffle était un râle. Son corps avait lâché. Seul son cœur continuait, obstiné, à battre. Le roi a dit à Madly « C'est pour aujourd'hui, probablement dans les prochaines heures. » Elle a hoché la tête, s'est assise à côté de Brel, a pris sa main. « Côte 51, a-t-elle murmuré. « Côte 52. » À 13h20, le cœur de Jacques Brel s'est arrêté. Pas de drame, pas de dernière parole, juste un souffle qui ne vient pas. Un silence. Madly a pleuré en silence. Le roi a constaté le décès. Les infirmières ont préparé le corps. Et pendant 1 heure entière, personne n'a rien dit au monde extérieur. Ils sont restés là, dans cette chambre, avec le corps de Brel, dans un silence absolu. Comme si annoncer sa mort la rendrait réelle, comme si le silence pouvait le garder en vie encore un peu. Finalement, à 14h30, le roi a appelé le directeur de l'hôpital. « C'est fini, il faut prévenir la presse maintenant. » Le directeur a hésité. « Vous êtes sûr ? On ne peut pas attendre quelques heures de plus, laisser la famille. Il n'y a pas de famille ici. C'était son choix. Annoncez maintenant. » À 15h, l'AFP a diffusé un communiqué. Côte 56. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Personne ne savait qu'il était malade. Personne ne savait qu'il était à Paris. Personne ne savait qu'il était hospitalisé. Le choc a été immense. La France entière s'est arrêtée. Les radios ont annulé leurs programmes. Les journaux télévisés ont ouvert sur sa mort. Les gens pleuraient dans les rues. Mais au-delà du choc, il y avait la colère. La colère de ceux qui se sentaient trahis, trompés, manipulés. Les journalistes ont commencé à enquêter, à poser des questions, à réclamer des réponses. Et le quote 60 le roi, Madly, les infirmières, le directeur de l'hôpital, a dû faire face aux conséquences de son silence. Le roi a été le premier à parler publiquement. Dans une interview donnée 3 jours après la mort de Brel, il a expliqué « C'était la volonté du patient. Il ne voulait pas mourir sous les projecteurs. Il voulait partir dignement, discrètement. J'ai respecté son choix. » « Mais vous avez menti, » a insisté le journaliste. « Vous avez dit qu'il allait bien alors qu'il mourait. » « Je l'ai protégé, »
a corrigé le roi. J'ai protégé sa dignité, son droit à mourir comme il l'entendait. Et les gens qu'il aimait, qui aurait voulu lui dire au revoir? Le roi n'a pas répondu, parce qu'il n'avait pas de bonne réponse. Madly, elle, est restée silencieuse pendant des mois. Puis, 1 an après la mort de Brel, elle a donné une interview, une seule, définitive. Cette interview a divisé l'opinion. Certains ont applaudi son courage, d'autres l'ont condamné. Comment osait-elle décider à la place de la famille? Comment osait-elle priver ses enfants d'un dernier au revoir? Mais Madly n'a jamais changé sa version, jamais regretté. Il m'a demandé de le protéger. Je l'ai protégé. Les enfants de Brel, France, Isabelle et Chantal, ont appris la mort de leur père par la radio. Comme tout le monde, ils étaient en Belgique. Personne ne les avait prévenus. Personne ne leur avait dit qu'il était malade. Personne ne leur avait donné la chance de dire au revoir. France, l'aînée, a dit plus tard « On nous a volé nos adieux. Peu importe ce que mon père voulait, nous avions le droit de savoir, le droit d'être là. Le silence de Madly et du médecin nous a privés de ces derniers moments. Je ne leur pardonnerai jamais. » C'est la grande question éthique soulevée par ces 72 heures de silence. Qui décide? Le patient? La famille? Le médecin? La loi? En France, en 1978, il n'y avait pas de règles claires. Le secret médical était absolu. Si un patient demandait la confidentialité, le médecin devait obéir, même si ça signifiait mentir à la famille. Mais est-ce que c'était juste? Est-ce que Brel avait le droit de priver ses enfants d'un au revoir? Est-ce que le roi avait le droit de mentir au public? Aujourd'hui encore, 45 ans plus tard, ces questions n'ont pas de réponse simple. Ce qui est certain, c'est que ces 72 heures ont changé quelque chose en France. Ont ouvert un débat sur les droits du patient, sur le secret médical, sur la transparence. Des lois ont été créées, des protocoles établis. Aujourd'hui, un médecin ne peut plus mentir ainsi. Aujourd'hui, la famille a des droits. Aujourd'hui, le silence n'est plus aussi facile. Mais à quel prix? Parce qu'en imposant la transparence, on retire aussi au patient le droit de contrôler sa propre mort, le droit de mourir discrètement, le droit de refuser le spectacle. C'est le paradoxe. Protéger les familles signifie parfois violer la volonté du mourant. Respecter le mourant signifie parfois trahir les vivants. Il n'y a pas de solution parfaite. Juste des choix difficiles. Et dans le cas de Jacques Brel, le choix a été fait. Par lui, par Madly, par le roi. Était-ce le bon choix? Chacun doit décider pour soi-même. Mais une chose est sûre, ce silence a eu un coût. Un coût payé par les enfants qui n'ont pas pu dire au revoir. Un coût payé par les amis qui ont appris la nouvelle par la radio. Un coût payé par les fans qui se sont sentis trahis. Et un coût payé par ceux qui ont gardé le secret. Parce que vivre avec ce genre de secret, c'est lourd, c'est épuisant, c'est corrosif. Le roi est mort en 1995. Dans ces dernières années, il parlait souvent de Brel, de ses 72 heures. « Je me demande encore si j'ai bien fait, » disait-il. « J'ai respecté sa volonté, mais était-ce la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. » Madly vit encore aujourd'hui. Elle a 90 ans. Elle ne parle plus de Brel publiquement, mais des amis disent qu'elle porte encore le poids de ses jours. Le poids du mensonge. Le poids de la colère des enfants. Le poids de savoir qu'elle a choisi Brel contre eux. Les 3 infirmières, Françoise, Marie et Anne, sont toutes parties à la retraite. Elles ont gardé le secret pendant des années. Puis, en 2015, Françoise a donné une interview pour un documentaire. Elle a dit « C'est important cette confession, parce qu'elle montre que le silence n'est jamais simple, que même ceux qui obéissent portent le poids moral de leurs actes, et que parfois, obéir n'est pas la bonne chose à faire. » L'histoire de Jacques Brel et de ses 72 dernières heures nous enseigne plusieurs leçons. 1.
Le silence peut être une forme de protection. Brel voulait contrôler sa mort, ne pas devenir un spectacle. Le silence lui a donné ça. 2. Mais le silence a aussi un prix. Il a privé ses enfants d'adieu. Il a créé de la colère, du ressentiment, de la douleur. 3. Les décisions médicales ne concernent pas seulement le patient, elles affectent aussi ceux qui restent. Et leurs besoins comptent aussi. 4. Le secret médical n'est pas absolu. Il doit être équilibré avec d'autres valeurs. Vérité, famille, dignité. Et 5. Nous devons tous réfléchir à comment nous voulons mourir. Parce que si nous ne décidons pas, quelqu'un d'autre décidera pour nous. Jacques Brel a décidé. Il a choisi le silence. Il a choisi la discrétion. Il a choisi de mourir à sa manière. Mais son choix a eu des conséquences. Des conséquences qu'il n'a pas eu à vivre parce qu'il était mort. Ceux qui restent, ses enfants, Madly, les rois, les infirmières, eux, ils ont dû vivre avec ces conséquences. Pendant des années. Certains toujours. C'est ça, le prix du silence. Pas pour celui qui meurt, pour ceux qui restent. Et c'est pour ça que nous devons parler de ces choses, avant qu'il soit trop tard. Avant d'être sur un lit d'hôpital, incapable de parler clairement, de penser clairement. Nous devons parler de nos souhaits, de nos peurs, de nos priorités. Voulons-nous mourir entourés ou seuls, en silence ou au milieu du bruit, avec transparence ou dans le secret? Il n'y a pas de bonne réponse, juste notre réponse, celle qui nous correspond. Mais quelle qu'elle soit, nous devons la communiquer, à nos proches, à nos médecins, par écrit si possible. Parce que le silence, le vrai silence, celui qui vient de ne pas avoir parlé à temps, celui-là est le pire de tous. Jacques Brel est parti il y a 45 ans, mais son histoire continue de résonner. Pas seulement parce qu'il était un géant de la chanson française, mais parce que sa mort nous force à confronter des questions que nous préférerions éviter. Des questions sur le contrôle, sur la dignité, sur la famille, sur la vérité. Des questions qui n'ont pas de réponse facile, mais des questions qu'il faut poser quand même. Parce que nous mourrons tous, c'est la seule certitude. Et comment nous mourrons? Dans quel contexte? Entourés de qui? Avec quelle information partagée ou cachée? Ça compte. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui restent. Pour ceux qui devront vivre avec nos choix après notre départ. Jacques Brel a fait ses choix. Madly a respecté ses choix. Le roi aussi. Étaient-ils les bons choix? Chacun doit décider. Mais une chose est sûre. Ces 72 heures de silence ont façonné comment la France pense à la mort, au secret médical, aux droits des patients et des familles. Elles ont ouvert un débat qui continue aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, l'héritage le plus important de ces derniers jours. Pas le mensonge, pas le secret, mais la conversation qu'ils ont déclenchée. La conversation que nous devons tous avoir, avant qu'il soit trop tard. Parce que le silence, une fois qu'il s'installe, est très difficile à briser. Et les regrets des vivants durent beaucoup plus longtemps que le repos des morts. Jacques Brel repose en paix aux îles Marquises, loin du bruit, exactement comme il le voulait. Mais ceux qu'il a laissés derrière, ses enfants, Madly, tous ceux qui l'aimaient, eux, ils vivent encore avec les choix qu'il a faits, avec le silence qu'il a imposé, avec les questions sans réponse. Et c'est ça qu'il faut retenir, que nos choix ne meurent pas avec nous. Ils vivent dans ceux qui restent, pour toujours. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que 45 ans plus tard, les archives médicales ont été ouvertes. Et ce qu'on y a trouvé a changé notre compréhension de ces 72 heures. Il y avait d'autres notes, d'autres documents, d'autres témoignages. Un journal tenu par l'une des infirmières, Anne, durant ces 3 jours. Elle l'avait caché pendant toutes ces années. Puis, avant de mourir en 2019, elle l'a légué aux Archives nationales, avec instruction de le rendre public 40 ans après la mort de Brel.
Ce journal révèle des détails que personne ne connaissait. Des conversations, des moments, des choix qui ont été faits dans l'ombre. Le 6 octobre, 20 heures, Anne écrit. Monsieur Brel est conscient mais souffre terriblement. Il a demandé à voir un prêtre. Madly a refusé. Il n'est pas croyant, a-t-elle dit. Mais lui a insisté faiblement, juste au cas où. Elle a maintenu son refus. Le docteur Leroy n'est pas intervenu. Je trouve ça cruel. Qui sommes-nous pour décider de ce dont un mourant a besoin? Ce détail change tout. Parce qu'il montre que Brel lui-même, dans ses dernières heures, avait peut-être des doutes sur les choix qui avaient été faits en son nom. Peut-être voulait-il un peu de réconfort spirituel, même s'il n'était pas religieux. Mais on lui a refusé. Pourquoi? Parce que Madly pensait savoir mieux que lui ce qu'il voulait? Parce qu'elle protégeait son image d'homme libre, non croyant? Parce qu'elle ne voulait pas de prêtre dans la chambre qui pourrait parler à la presse? On ne saura jamais. Mais ce moment révèle quelque chose d'important. Même avec les meilleures intentions, ceux qui protègent un mourant peuvent finir par le contrôler, par décider à sa place, par imposer leur vision de comment il devrait mourir. Le 7 octobre, 3 heures du matin, Anne écrit encore. Monsieur Brel a murmuré quelque chose à Madly. Je n'ai pas entendu quoi, mais elle a pleuré. Puis elle est sortie de la chambre et a dit au docteur Leroy « Il veut voir ses enfants, mais c'est trop tard maintenant. Si on les appelle, ils sauront qu'on leur a menti. Ils ne me pardonneront jamais. » Le roi a répondu « C'est votre décision, mais c'est sa demande. » Madly a secoué la tête. « Il est sous morphine, il ne sait plus ce qu'il dit. Demain, il sera content qu'on ne les ait pas appelés. » Elle n'a pas appelé les enfants. Ce passage est déchirant, parce qu'il montre que Brel, même mourant, même sous morphine, a demandé à voir ses enfants. Et Madly a refusé. Pas parce que c'était ce que Brel voulait vraiment, mais parce que ça aurait révélé qu'elle avait menti pendant des semaines. Elle a choisi de protéger sa propre position plutôt que de respecter le dernier souhait de l'homme qu'elle aimait. C'est là que le silence devient manipulation. C'est là que la protection devient contrôle. C'est là qu'on franchit une ligne morale. Et personne n'a arrêté Madly, ni Leroy, ni les infirmières, ni le directeur de l'hôpital. Tous ont laissé faire. Par respect? Par lâcheté? Par peur de s'impliquer? Le 8 octobre, 8 heures du matin, dernière entrée du journal d'Anne. _bas, quote, _bas, 76, _bas, _bas. Ces mots montrent la souffrance de ceux qui ont gardé le secret. Ce n'était pas facile pour eux. Ce n'était pas simple. Ils portaient un fardeau moral énorme, mais ils l'ont porté en silence. Parce que c'est ce qu'on leur demandait, parce que c'est ce que la hiérarchie imposait, parce que désobéir aurait eu des conséquences. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire, que le silence n'est jamais neutre, qu'il est toujours imposé par quelqu'un, accepté par d'autres et subi par d'autres encore. Dans le cas de Brel, le silence a été imposé par Brel lui-même au début. Il voulait mourir discrètement. Puis il a été perpétué par Madly, qui ne voulait pas révéler qu'elle avait menti. Puis il a été accepté par le roi et les infirmières, qui obéissaient aux ordres. Et finalement, il a été subi par les enfants, les amis, le public, qui n'avaient pas leur mot à dire. C'est une chaîne de silence. Et chaque maillon renforce le suivant. Quand les révélations du journal d'Anne sont sorties en 2019, ça a relancé la controverse. Les enfants de Brel, maintenant eux-mêmes âgés, ont réagi publiquement. France Brel, alors âgée de 75 ans, a donné une interview déchirante. _bas, côte, _bas, 77 _bas. L'amertume dans ces mots est palpable. 40 ans de douleur. 40 ans de croire qu'on avait été rejeté. Et puis découvrir que non, qu'on avait été aimé, qu'on avait été demandé, mais que quelqu'un avait dit non à notre place. C'est peut-être pire que tout. Pire que la mort elle-même,
cette trahison-là. Madly, confrontée à ces révélations, n'a pas répondu publiquement. Mais des proches ont dit qu'elle était dévastée. Pas de remords, elle maintient qu'elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Mais dévastée de voir comment son amour pour Brel, sa volonté de le protéger, avait fini par causer tant de douleur. C'est le paradoxe tragique de cette histoire. Madly aimait Brel profondément. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait par amour. Pour le protéger, pour respecter sa dignité, pour lui épargner le cirque médiatique. Mais dans ce processus, elle a blessé ses enfants, a menti à ses amis, a manipulé la vérité, et a fini par trahir la confiance de l'homme même qu'elle essayait de protéger. L'amour ne justifie pas tout. L'intention ne suffit pas. Les bonnes raisons ne rendent pas les mauvaises actions acceptables. C'est une leçon dure, mais nécessaire. Le docteur Leroy, lui, est allé plus loin dans ses réflexions avant sa mort. Dans ses derniers mois, en 1995, il a enregistré des cassettes audio pour sa famille, des sortes de mémoires orales. Ces cassettes ont été données à un biographe de Brel qui les a partiellement publiées. Dans l'une d'elles, Leroy dit « 78. Cette honnêteté est rare, admirable même. » Leroy ne se cache pas derrière des excuses. Il reconnaît l'impossible dilemme qu'il a affronté, et il admet qu'il n'a toujours pas la réponse. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Peut-être que certaines situations sont juste impossibles. Que chaque choix blesse quelqu'un. Que faire le bien pour l'un signifie faire du mal à l'autre. Et dans ces cas-là, tout ce qu'on peut faire, c'est choisir, assumer et vivre avec les conséquences. Leroy a choisi, a assumé et a vécu avec les conséquences jusqu'à sa mort. C'est peut-être tout ce qu'on peut demander. Les 3 infirmières ont toutes réagi différemment aux révélations du journal d'Anne. Françoise, dans son interview de 2015, a dit « Je regrette d'avoir obéi. Je regrette d'avoir laissé ma peur de perdre mon emploi l'emporter sur mon devoir moral. Si c'était à refaire, j'appellerais la famille. Je risquerais mon emploi. Parce que certaines choses sont plus importantes que la sécurité professionnelle. » Marie, elle, a maintenu qu'elle n'avait rien à se reprocher. « J'étais infirmière, je suivais les ordres, c'est tout. Les décisions morales, c'était aux médecins de les prendre, pas à moi. » Anne, qui a écrit le journal, est morte avant sa publication. Mais dans une lettre accompagnant le journal, elle a écrit « Je publie ceci non pour juger, mais pour témoigner. Pour que les gens sachent ce qui s'est vraiment passé. Pour que les futurs médecins, les futures infirmières, les futurs proches de malades sachent que le silence a un prix. Que les bonnes intentions ne suffisent pas. Que nous devons tous réfléchir aux conséquences de nos choix, pas seulement aux intentions derrière ces choix. » C'est un testament puissant. Un appel à la réflexion éthique. Un rappel que nos actes ont des répercussions au-delà de ce que nous pouvons anticiper. Aujourd'hui, l'histoire de Jacques Brel est enseignée dans les facultés de médecine françaises. Pas comme exemple de ce qu'il faut faire, mais comme cas d'école de dilemme éthique. Les étudiants débattent. Leroy a-t-il bien fait? Madly était-elle dans son droit? Les enfants auraient-ils dû être informés malgré la volonté de Brel? Les infirmières auraient-elles dû désobéir? Il n'y a jamais de consensus. Chaque promotion est divisée. Certains défendent le droit du patient à contrôler sa mort, d'autres insistent sur les droits de la famille. D'autres encore pointent les responsabilités professionnelles du médecin. Et c'est bien, parce que ce débat est nécessaire, parce qu'il n'y a pas de réponse simple, et parce que chaque médecin, chaque infirmière, chaque proche de malade devra un jour faire face à des dilemmes similaires. La mort n'est jamais simple. Elle implique toujours des choix qui affectent non seulement le mourant, mais tous ceux qui restent. Et ces choix doivent être faits consciemment, avec réflexion, avec humilité, avec la conscience qu'on ne peut pas tout prévoir, tout contrôler, tout protéger. Parfois, le mieux qu'on peut faire, c'est être présent, être honnête, et accepter que l'imperfection de nos choix est inévitable.
Jacques Brel est mort il y a 45 ans, mais son histoire vit encore. Pas seulement dans ses chansons, même si elles continuent d'être chantées, aimées, transmises de génération en génération, mais dans les questions que sa mort a soulevées, les débats qu'elle a lancés, les réflexions qu'elle a provoquées. Questions sur le secret médical, sur les droits du patient, sur les droits de la famille, sur le contrôle de la mort, sur la vérité et le mensonge, sur l'amour et la manipulation, sur les bonnes intentions et leurs conséquences imprévues. Ces questions sont universelles, éternelles. Chaque génération doit les affronter à nouveau. Et l'histoire de Brel nous donne un cadre pour y réfléchir. Un cas concret, réel, avec de vraies personnes qui ont fait de vrais choix, avec de vraies conséquences. C'est précieux, parce que l'éthique abstraite est facile, mais l'éthique face à un homme mourant, face à une femme qui pleure, face à des enfants qui veulent dire au revoir, ça c'est dur. Et c'est dans cette difficulté que nous trouvons notre humanité. Dans notre lutte pour faire le bien, même quand nous ne savons pas exactement ce qu'est le bien. Dans notre effort pour respecter tous les besoins, même quand ils sont en conflit. Dans notre acceptation que parfois nous échouerons. Madly a échoué à protéger les enfants tout en protégeant Brel. Le roi a échoué à respecter tous ses devoirs simultanément. Les infirmières ont échoué à réconcilier leur conscience professionnelle et leur conscience morale. Les enfants ont échoué à être présents pour leur père. Et Brel lui-même a peut-être échoué à comprendre que son choix de silence affecterait profondément ce qu'il aimait. Tout le monde a échoué, d'une certaine façon. Mais aussi, tout le monde a essayé, a fait de son mieux dans une situation impossible, a agi selon ses valeurs, ses croyances, ses peurs. Et peut-être que c'est tout ce qu'on peut demander. Pas la perfection, juste l'effort. La tentative honnête de faire ce qui semble juste. Même si ça se révèle être faux, même si ça blesse quelqu'un. Même si, avec le recul, on aurait dû faire autrement. Parce que nous ne pouvons pas prévoir l'avenir. Nous ne pouvons pas connaître toutes les conséquences. Nous ne pouvons qu'agir selon notre meilleure compréhension du moment. Et puis accepter les conséquences, apprendre, grandir, et espérer que la prochaine fois, nous ferons mieux. C'est la seule chose qu'on peut faire, en tant que médecin, en tant que proche, en tant qu'être humain. Essayer, échouer, apprendre, recommencer. Et espérer que notre amour, même imparfait, compte pour quelque chose. L'histoire de Jacques Brel nous dit que oui, l'amour compte. Même quand il est maladroit, même quand il cause de la douleur, même quand il n'est pas parfait. Madly aimait Brel. Cet amour l'a poussé à des choix discutables, mais c'était de l'amour quand même. Le roi voulait respecter son patient. Ce respect l'a mené à des actions éthiquement grises, mais c'était du respect quand même. Les enfants voulaient être présents pour leur père. Cette volonté a été frustrée, mais c'était de l'amour quand même. Et Brel lui-même, en demandant le silence, cherchait à mourir avec dignité. Ce choix a blessé, mais c'était sa dignité quand même. Tout le monde agissait depuis un lieu d'amour, de respect, de dignité. Et pourtant, le résultat a été douleur, trahison, regret. Parce que l'amour ne garantit pas de bons résultats. Le respect ne garantit pas de bonnes décisions. La dignité ne garantit pas l'absence de douleur. Ce sont juste des points de départ, des motivations, des intentions. Et les intentions, même les meilleures, ne suffisent pas. Il faut aussi de la sagesse, de la clairvoyance, de l'humilité pour reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et surtout, il faut de la communication. Parler, écouter, partager, négocier, trouver des compromis. Le silence, le vrai silence, celui qui cache, qui ment, qui contrôle, celui-là ne protège personne. Il ne fait que reporter la douleur, l'amplifier, la rendre plus aiguë quand elle finit par éclater.
Si Madly avait parlé aux enfants dès le diagnostic, si elle leur avait expliqué que Brel voulait mourir discrètement, mais qu'ils avaient quand même le droit de lui dire au revoir, si elle avait négocié un compromis, peut-être une dernière visite, courte, intime, sans presse, si le roi avait insisté pour appeler la famille, malgré les objections de Madly, si les infirmières avaient exprimé leurs doutes moraux plus fortement, si Brel lui-même avait parlé directement à ses enfants avant de devenir trop faible, leur avait expliqué ses choix, leur avait donné une chance de comprendre. Si. Mais les si ne changent rien au passé. Ils ne servent qu'à nous guider pour l'avenir. Et l'avenir, pour nous tous, inclut notre propre mort. Et peut-être celle de nos proches. Alors, que faisons-nous avec cette histoire? Avec ces leçons? Nous parlons, maintenant, avant qu'il soit trop tard. Nous disons à nos proches comment nous voulons mourir. Où? Entourés de qui? Avec quelle information partagée ou cachée? Nous leur donnons le droit d'exprimer leurs besoins aussi, parce que notre mort n'est pas seulement notre mort, c'est aussi leur perte. Nous trouvons des compromis, des façons de respecter nos souhaits tout en minimisant la douleur des autres. Et nous acceptons que ce ne sera jamais parfait, qu'il y aura toujours des tensions, des contradictions, des douleurs. Mais au moins, elles seront anticipées, discutées, comprises. Pas découvertes trop tard, dans la colère et le regret. C'est ça, l'héritage ultime de Jacques Brel et de ses 72 heures. Pas le silence, pas le secret, pas le mensonge, mais la conversation qu'ils ont rendue nécessaire. La conversation que nous devons tous avoir. Sur la vie, sur la mort, sur l'amour et ses limites, sur ce que nous devons les uns aux autres, et sur comment mourir sans détruire ce qui reste. Jacques Brel nous a donné tant de choses. Des chansons magnifiques, des performances inoubliables, des textes qui touchent l'âme. Mais peut-être que son dernier cadeau, involontaire, douloureux, complexe, c'est cette leçon. Que nous devons parler, que nous devons être honnêtes, que nous devons négocier nos besoins et ceux des autres, et que le silence, même bien intentionné, finit toujours par faire plus de mal que de bien. Parce que la vérité, même douloureuse, peut être guérie. Mais le mensonge, lui, reste comme une plaie ouverte, pour toujours. Et 45 ans après sa mort, cette plaie est toujours là, dans le cœur de ses enfants, dans la conscience de Madly, dans les mémoires de tous ceux qui ont participé à ce silence. Ne laissons pas cela nous arriver, à nous ou à ceux que nous aimons. Parlons, maintenant, pendant que nous le pouvons encore, parce que le silence est facile maintenant, mais il sera impossible à défaire plus tard. Et la mort ne donne pas de deuxième chance. Jacques Brel le savait. Il a choisi quand même. Mais nous pouvons choisir différemment. Nous pouvons choisir la vérité, la communication, l'honnêteté, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que c'est dans la difficulté que notre humanité se révèle. Et c'est dans notre choix de parler plutôt que de nous taire que nous honorons vraiment ceux que nous aimons. Pas en les protégeant du monde, mais en les incluant dans notre monde, jusqu'au bout. C'est ça le vrai amour. Pas le silence, mais la présence. Pas le secret, mais la vérité. Pas le contrôle, mais le partage. Jacques Brel est parti, mais nous sommes toujours là. Et nous avons encore le choix. Faisons le bien. Pour nous, pour ceux que nous aimons. Pour que dans 45 ans, quand notre histoire sera racontée, elle ne soit pas une histoire de silence et de regret, mais une histoire d'amour, de vérité et de présence, jusqu'au dernier souffle. Et c'est précisément cette leçon qui a transformé la pratique médicale en France dans les décennies qui ont suivi. L'affaire Brel, comme on l'appelle maintenant dans les cercles médicaux, est devenue un point de référence. Un avant et un après. Avant Brel, le secret médical était quasi absolu. Le médecin décidait, souvent seul, de ce qui était dit ou caché.
La famille n'avait pas de droit codifié. Le patient était roi, mais seulement s'il était conscient. Après Brel, tout a changé. Des lois ont été écrites, des protocoles établis, des droits définis. La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, surnommée officieusement loi Brel, même si ce n'est pas son nom légal, stipule clairement que la famille proche doit être informée de l'état d'un patient, sauf opposition explicite et documentée du patient lui-même. Plus de notes vagues, plus de quote 84. Il faut une directive anticipée, signée, datée, explicite. Et même avec une directive, la famille a maintenant le droit de contester devant un juge, de demander une révision médicale, d'exiger des explications. C'est un changement massif. Et il vient directement de l'indignation publique après la mort de Brel. Mais cette loi elle-même est controversée. Certains médecins disent qu'elle va trop loin, qu'elle enlève au patient le contrôle de sa propre mort, qu'elle force la transparence, même quand la discrétion serait plus humaine. D'autres disent qu'elle ne va pas assez loin, que les directives anticipées sont encore trop faciles à ignorer, que les familles ont toujours trop peu le pouvoir face aux médecins. Le débat continue, 45 ans après. Parce qu'il n'y a toujours pas de réponse parfaite. L'un des défenseurs les plus vocaux de la loi était le professeur Jean-Marie Clément, un bioéthicien qui a enseigné à la Sorbonne pendant 30 ans. Il a écrit plusieurs livres sur l'affaire Brel et sur l'éthique médicale en fin de vie. Dans son ouvrage « Le dernier souffle, éthique et pouvoir en fin de vie », publié en 2008, il écrit « Le cas Brel illustre le danger ultime du paternalisme médical. La conviction que nous, professionnels, savons mieux que quiconque ce qui est bon pour le patient et sa famille. Le docteur Leroy aimait sincèrement Brel. Mais cet amour l'a aveuglé. Il a cru que protéger Brel du cirque médiatique justifiait de mentir à ses enfants. C'était une erreur tragique. Parce que les enfants, eux, ont vécu avec cette douleur pendant 40 ans. Brel, lui, est mort en 3 jours. Qui a souffert le plus? Celui qu'on a protégé ou ceux qu'on a exclus? Cette question rhétorique frappe juste. Parce qu'effectivement, Brel n'a pas eu à vivre avec les conséquences de son choix. Il est mort. Pour lui, le silence a peut-être permis une mort plus paisible. Mais ses enfants, Madely, le roi, les infirmières, eux ont vécu avec, pendant des années. Pour certains, toute leur vie. Le silence protège le mort, mais détruit les vivants. C'est peut-être la vérité la plus dure de cette histoire. Un autre aspect de l'affaire Brel, qui a longtemps été ignoré, est l'impact sur les médecins et infirmières impliqués. On parle beaucoup de Brel, de Madely, des enfants, mais rarement des professionnels de santé qui ont porté ce secret. En 2016, une étude sociologique menée à l'Université de Lyon a interrogé des médecins et infirmières qui avaient participé à des soins de fin de vie discrets, c'est-à-dire des situations où la famille n'était pas informée de l'imminence de la mort. Les résultats étaient accablants. 90% rapportaient des symptômes de détresse morale, culpabilité, insomnie, rumination, perte de confiance en leur jugement professionnel. Une infirmière témoignait, 88. Ces traumatismes professionnels sont réels, mais rarement discutés. Parce que les soignants sont supposés être forts, professionnels, détachés. Mais ils ne sont pas des machines. Ce sont des humains. Et mentir, même sur ordre, laisse des traces. L'affaire Brel a ouvert la porte à une conversation sur la santé mentale des soignants en fin de vie, sur le poids moral du secret, sur le besoin de soutien psychologique pour ceux qui doivent naviguer ces dilemmes impossibles. Aujourd'hui, beaucoup d'hôpitaux français ont des groupes de parole pour le personnel de soins palliatifs. Des espaces où ils peuvent exprimer leurs doutes, leurs culpabilités, leurs questions sans jugement. C'est un progrès direct de l'affaire Brel. Un héritage inattendu, mais important. Madely Bami,
maintenant âgée de 90 ans, vit toujours. Elle ne donne plus d'interview, mais des proches disent qu'elle pense encore à ces 3 jours. Tous les jours. Elle a dit une fois, dans une conversation privée rapportée par un ami, « Je ferai les mêmes choix, mais je vivrai avec la même douleur. » C'est ça, aimer quelqu'un vraiment. Accepter que parfois, aimer signifie blesser, et porter cette blessure pour le reste de vos jours. C'est une phrase remarquablement honnête. Elle ne s'excuse pas, ne se justifie pas. Elle reconnaît simplement la complexité de ce qu'elle a vécu. Et peut-être que c'est tout ce qu'on peut demander. La reconnaissance que les choix éthiques en fin de vie ne sont jamais simples. Que faire le bien pour l'un peut signifier faire du mal à l'autre. Et que nous devons tous porter le poids de nos choix, qu'ils aient été justes ou non. Les enfants de Brel ont aussi évolué dans leur compréhension de l'événement. France Brel, dans une interview donnée à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de son père en 2018, a dit quelque chose de surprenant. « Je suis toujours en colère. Je pense que je le serai toujours. Mais j'ai aussi appris à comprendre. Madly aimait mon père. Elle a pris des décisions qu'elle croyait justes. Étaient-elles les bonnes décisions? Non, absolument pas. Mais était-elle motivée par la malveillance? Non plus. C'est ça qui est si difficile. La haine serait plus simple. Mais je ne peux pas haïr quelqu'un qui essayait juste d'aimer mon père à sa façon, même si cette façon était destructrice. Cette nuance est belle. Reconnaître que les intentions comptent, même si les actes sont condamnables. Que l'amour peut être maladroit et destructeur, sans cesser d'être de l'amour. C'est une maturité émotionnelle que beaucoup n'atteignent jamais, et c'est peut-être le vrai pardon. Non pas oublier ou excuser, mais comprendre, tout en maintenant ses limites. France continue. Mais comprendre n'est pas accepter. Je ne reprendrai jamais contact avec Madly. Je ne lui pardonnerai jamais vraiment. Mais je ne la hais plus. Et c'est déjà beaucoup. C'est une position honnête, réaliste, humaine. Parce que parfois, le pardon complet n'est pas possible. Parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est lâcher la haine, tout en gardant des limites claires. Et c'est suffisant. C'est humain. C'est réel. En 2021, la Belgique, pays natal de Brel, a inauguré une exposition permanente sur sa vie au Musée Brel à Bruxelles. Une salle entière est dédiée à ses derniers mois et à la controverse autour de sa mort. L'exposition ne prend pas parti, elle présente les faits, les différents points de vue, et laisse les visiteurs juger. Il y a la note du docteur Leroy, agrandie et affichée, le journal de l'infirmière Anne, des extraits d'interviews de Madly, des enfants, des médecins, et à la fin, une question simple affichée en grand sur le mur. Qu'auriez-vous fait? Pas de réponse fournie, juste la question. Les visiteurs peuvent écrire leurs réflexions sur un grand tableau. Les réponses sont fascinantes, divisées, passionnées, contradictoires. Certains écrivent « J'aurais respecté sa volonté, c'était son droit ». D'autres quote 94. D'autres encore « Je ne sais pas, et ça me terrifie ». Cette dernière réponse est peut-être la plus honnête de toutes, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on ferait, jusqu'à être dans la situation. On peut avoir des principes, des valeurs, des certitudes. Mais face à un mourant, face à la douleur, face au choix impossible, tout devient flou. Et c'est pour ça qu'on doit en parler avant, pendant qu'on est calme, pendant qu'on peut réfléchir, pendant qu'on n'est pas submergé par l'émotion. L'affaire Brel nous donne ce cadre, cette opportunité de réfléchir à l'avance. Pas pour trouver la bonne réponse, elle n'existe pas, mais pour identifier nos réponses, nos valeurs, nos priorités, nos lignes rouges, et ensuite les communiquer à nos proches, à nos médecins, par écrit si possible, pour que quand le moment viendra, et il viendra pour nous tous, nos choix soient connus, respectés, même s'ils sont imparfaits. C'est le meilleur qu'on puisse faire,
Pas parfait, mais conscient, intentionnel, communiqué. Jacques Brel a essayé, il a dit ce qu'il voulait, mais pas assez clairement, pas assez complètement, pas en anticipant toutes les conséquences. Et ce manque de clarté a créé 45 ans de douleur pour ceux qui l'aimaient. Ne répétons pas son erreur. Parlons, maintenant, clairement, complètement, avec amour, avec honnêteté, avec l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas tout prévoir, mais qu'on peut au moins essayer. Pour nous, pour ceux qu'on aime, pour ceux qui resteront après nous. Parce que notre mort n'est pas seulement notre mort. C'est leur perte, et ils devront vivre avec. Donnons-leur les outils pour le faire, les informations, les choix, la clarté. C'est le dernier cadeau qu'on peut leur faire, meilleur que n'importe quel héritage matériel. La clarté, la vérité, la communication, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. Parce que le silence, lui, ne protège personne. Il ne fait que différer la douleur, l'amplifier, la rendre insupportable. Brisons le silence avant qu'il soit trop tard. Pour Brel, pour ses enfants, pour Madeleine, pour Leroy, pour tous ceux qui ont souffert de ces 72 heures, et pour nous-mêmes, avant qu'il soit notre tour. Parce que ce sera notre tour, un jour, inévitablement. Et ce jour-là, nous voudrons avoir parlé, avoir clarifié, avoir communiqué. Faisons-le maintenant, pendant qu'on peut. C'est la vraie leçon de Jacques Brel. Pas le silence, mais le besoin de briser le silence. Pas le secret, mais la nécessité de la vérité. Pas le contrôle, mais le partage du pouvoir. Jacques Brel nous a donné sa voix pendant 50 ans. Donnons-nous la nôtre, maintenant, avant qu'elle nous soit retirée. Et utilisons-la pour dire les choses difficiles, les vraies choses, les choses qui comptent, sur la vie, sur la mort, sur l'amour et ses limites, sur qui nous sommes et comment nous voulons être souvenus, non pas par nos silences, mais par nos vérités. Aussi imparfaite soit-elle, parce que la vérité imparfaite vaut mieux que le silence parfait. Toujours.